On va. Juste, est-ce qu'on nous entend bien au côté visio? Je ne suis pas sûre qu'on nous entende bien. Est-ce que Marianne, tu nous entends ou pas? Non, non, c'est pour ça qu'on est dans ce sens. Est-ce que Marianne, tu nous entendais ou pas? Normalement, le micro fonctionne là. Montez le volume. Une émission spatiale, est-ce que c'est mieux là? Hmm. Je crois que ça devrait être mieux là. On m'a dit pour qu'on démarre. Eh bien, bonjour à toutes et à tous. On est ravis de vous accueillir sur ce quatrième Café des Transitions déjà, finalement. Et bienvenue à la base. Et pour celles et ceux qui ne connaissent pas, la base, c'est le laboratoire d'innovation publique territoriale du département de la Gironde. Donc, l'objectif de la base de ce laboratoire, c'est d'accompagner la transformation des services et des politiques publiques à faire face aux changements globaux et aux changements sociétaux. Et donc, on a plusieurs modalités d'action sur ça. Déjà, on a ce CEGE qui permet vraiment de favoriser l'intelligence collective et la créativité, etc. Et après, nous, on pilote des expérimentations au sein du laboratoire. Par exemple, on pilote la sécurité sociale de l'alimentation. Après, on fait aussi beaucoup d'accompagnement en interne auprès des directions, des services et des différents collègues sur la résilience, la démocratie participative et l'innovation publique. Et après, on a le programme d'activité. Donc là, c'est dans ce cadre-là qu'on se situe aujourd'hui. Donc, un programme pour un peu sensibiliser et monter en compétences, à la fois individuellement et collectivement. Et donc, ce programme, l'idée, c'est de pouvoir mieux comprendre les enjeux environnementaux, sociaux, démocratiques, mieux les comprendre pour mieux les appréhender et agir sur les territoires. Aussi mieux s'équiper et s'outiller. Donc, on favorise la découverte d'outils, de méthodes d'intelligence collective, de facilitation, de design, etc. Et enfin, la dernière brique sur un peu s'entraider et se soutenir, où là, on propose par exemple des retours d'expérience ou des accélérateurs de projets pour venir accélérer des projets ou les questionner au prisme de la résidence, par exemple. Et donc aujourd'hui, on est sur le format du Café des Transitions qu'on construit avec du coup la direction de l'environnement. C'est ce qu'on propose davantage d'expliquer. Et donc voilà, c'est un format pour vraiment venir échanger et débattre autour d'un sujet en présence de chercheurs ou chercheuses et leur ouvrage. Et donc je m'appelle Suzy Planet, parce que je vais toujours me présenter en général. Et donc je travaille à la mission de 21 à la base, la Cordo, l'année nationale. C'est ma parole, Thierry. Bonjour et merci d'être venu pour ce quatrième café de transition du coup. Moi, je m'appelle Thibaut Ferragnan et je suis doctorant à la direction de l'environnement du département de la Gironde et je travaille aussi avec une CNRS qui s'appelle TRI. Voilà, je suis en partie financé par le département via une convention CIF. Pour rappel, en gros, le Café des Transitions, c'est un événement trimestriel qui est organisé du coup par la direction de l'environnement et la mission Agenda 21 du département de la Gironde. Et on a pour objectif d'essayer d'élaborer ensemble un socle de connaissances communs et transversal aux différents services du département, le tout orienté vers l'opérationnel. Pour cette session, du coup, on reçoit Riel Tescher ainsi que Nicolas Boubet, qui sont tous deux co-auteurs du bouquin que vous avez sur la table, le petit manuel de démocratie énergétique, et membre de la COP des milieux, qui est une asso, peut-être que vous en parlerez après, qui est une asso qui a été créée en 2022 et qui a pour objectif de concevoir et d'accompagner les dispositifs d'action publique sur des questions de démocratie et d'écologie, notamment. Et si je ne me trompe pas, peut-être considéré aussi par la suite, Riel, tu es ingénieur énergéticien de formation. Nicolas, toi, chercheur en sciences de la Terre, mais aujourd'hui, vous avez engagé des formes de recherche plus libres, avec pour objectif de faire vivre des formes concrètes de dispositifs d'action publique. Donc cet ouvrage, qui est paru en avril dernier aux éditions du Commun, discute de la recomposition du paysage des acteurs engagés sur des questions énergétiques et des possibilités de possibles réappropriations de ces questions d'énergie par le bas de ces enjeux, et pourquoi pas de la fabrique de communautés énergétiques, le tout dans un contexte d'urgence écologique dont vous parlez également dans le livre.
D'ailleurs, parmi la constellation de récits, parce qu'en gros, il y a plusieurs voix qui composent ce livre, il y a à la fois des chercheurs, mais il y a aussi des collectifs habitants, enfin, il y a vraiment différentes voix qui composent ce bouquin, c'est ça qui est aussi assez intéressant de l'écriture. Et vous avez co-rédigé un chapitre, entre autres, sur cette question de faire communauté. Donc voilà pour la petite présentation. J'essaie de ne pas spoiler la courte présentation. Alors, du coup, ce qu'on vous propose, c'est d'abord d'écouter pendant 25 minutes à peu près Ryan et Nicolas. Et ce qu'on vous propose durant votre écoute, c'est d'avoir une petite chronique d'écoute avec 3 questions très simples de ce que vous retenez de cette écoute-là, ce qui fait écho à vos actualités professionnelles, à vos sujets, et qu'est-ce que vous aimeriez approfondir vos questions. Donc l'idée, c'est que durant la présentation, vous êtes libre de prendre des notes, mais par contre, vous avez 3 petits post-it, enfin, il faut les coller, parce qu'on n'est pas collé sur tous les papiers, mais vous avez 3 petits post-it, et l'idée, c'est de pouvoir résumer, enfin, du moins noter une idée, quelque chose que vous avez ensuite envie de partager avec le groupe. Donc par exemple, ce que vous avez retenu, l'idée principale, vous pouvez la noter là sur un mot, et ensuite on partagera en groupe juste après. Donc, vous verrez, normalement, il y a un peu sur les différentes chaises, vous laisse vous faire passer ça, il y a des stylos, enfin, il y a tout ce qu'il faut. Il y a de l'eau aussi, si jamais. Il y a du café aussi, parce qu'on est quand même durant du café. Mais c'était pas. Voilà, et bien, si vous voulez bien porter. C'est une navigation. Et petit rappel, je vais marger aussi la feuille de chargement à l'entrée pour celles et ceux qui l'auraient pas encore fait. Et sinon, la parole est à vous. Super. Bonjour tout le monde. Je vais juste un petit temps, s'il y en a qui ne sont pas émargés ou qui n'ont pas encore fait de feuille, je ne vais pas être stressé. Je commencerai peut-être par une question. Qui est-ce qui est familière des questions énergétiques dans la salle? Alors, je ne vais pas couper la salle en deux, hein, mais en gros, qui est-ce qui est agente du département et qui est chercheur, chercheuse? Ou qui est-ce qui est autre, par ailleurs? Agent du département, ouais. Chercheur, chercheuse et autres. Ok, très bien, super, ça donne une idée. Donc moi c'est Riol. Nico, on va essayer de vous faire une petite présentation à 2 voix. L'objectif, c'est pas de vous présenter le bouquin parce que ça serait ça prendrait beaucoup trop de temps. Ce que je vous propose, c'est de faire une petite introduction en lisant une partie de l'introduction du bouquin, plutôt que de vous le décrire, parce que je pense que ça dit plutôt bien en fait ce qu'on raconte et ça pose un peu le cadre. Puis ensuite, Nico prendra un peu la suite pour déplier un peu le propos, et puis on finira par un petit propos conclusif sur en gros 3 idées, 4 idées clés en fait. Pas nécessairement du bouquin, mais en tout cas de ce qu'on retient des investigations qu'on a faites autour de ce sujet. Donc, le sujet, par ailleurs, qui est la démocratie énergétique, mais qu'on pourrait prendre dans l'autre sens, c'est-à-dire que le sous-titre du bouquin pourrait très bien être le titre. Le sous-titre, c'est faire communauté comme mode de réappropriation politique. Ça, on en discutera aussi un peu plus précisément, c'est-à-dire que l'énergie est un prétexte pour travailler ce sujet du faire communauté. Et en quoi est-ce que ce sujet du faire communauté peut permettre effectivement de se réapproprier des questions qui, jusqu'à maintenant, en fait, sont restées assez loin en fait, des populations entre guillemets. Donc, je vais m'essayer à une lecture, donc je vais sauter un peu de passage en passage pour pas que ça soit trop long. Et puis ensuite, on déroulera tranquillement le propos. Donc, je prends l'introduction, pas la préface. Certains moments politiques semblent pouvoir ouvrir des brèches. Le moment que nous vivons en Europe est peut-être de cela. C'est l'hypothèse que défend ce petit manuel de démocratie énergétique. Il propose de regarder conjointement et dans un même mouvement les grandes transformations de nos politiques de l'énergie et l'évolution des manières de penser, de faire et d'agir dans nos rues, nos quartiers, nos villages, nos villes, nos métropoles, nos régions. C'est l'opportunité d'une réappropriation politique de l'énergie, portée par une pluralité de communautés énergétiques, revendiquées, émergentes ici. Par nos modes de production, de distribution et de consommation énergétique, nous façonnons nos sociétés, nos cultures et nos institutions.
L'énergie agence et ordonne nos sociétés autant que les sociétés modèlent nos relations à l'énergie. Par-delà les débats qui se tiennent dans les sphères médiatiques et les arènes expertes, par-delà les ajustements techniciens conditionnés par les agendas politiciens et le fonctionnement de la machinerie énergétique, comment pouvons-nous, en tant que citoyens et habitantes, citoyennes et habitantes, nous emparer des enjeux énergétiques de notre époque? En 2021, est entrée dans le champ du droit de l'énergie une notion juridique, les communautés d'énergie. Elle est intégrée dans les directives européennes avec l'intention de permettre une meilleure implication des citoyens et citoyennes dans un processus de transition énergétique sous l'influence de quelques pays européens, en particulier l'Allemagne, la Belgique et les Pays-Bas, au sein desquels la construction sociale, politique et économique de l'énergie est territorialisée ou intrinsèquement coopérative. Je souligne comparativement à la France, par exemple. À partir de ces directives, cette notion a été transposée en droit français, dans la perspective de faire exister, au sein du Code de l'énergie, les communautés d'énergie. À propos des communautés d'énergie et du processus de transcription du droit européen en droit français, vous avez un petit schéma qui explique ça, page 30 du bouquin, si jamais vous voulez feuilleter un petit peu. Depuis lors, le terme de communauté énergétique désigne un ensemble de manières d'organiser l'action citoyenne dans le secteur énergétique, autour d'entités juridiques diverses, associations, coopératives, etc., en mettant en priorité les avantages environnementaux et sociaux pour ses membres avant toute autre considération, et notamment des considérations de profit économique et financier. Plus précisément, le droit européen distingue les communautés énergétiques citoyennes et les communautés d'énergie renouvelable, avec trois principes communs: une participation ouverte et volontaire, un contrôle effectif par les membres, notamment citoyens, citoyennes, autorités locales et petites entreprises, dont l'activité économique principale n'est pas dans le secteur de l'énergie, et une finalité autour des avantages environnementaux et sociaux prédominants sur les logiques de lucrativité. Les revenus doivent être orientés au bénéfice des membres et des communautés locales. Cette nouvelle notion juridique ouvre un espace pour penser l'énergie à l'aune des communautés, élargissant le champ des modalités de traitement socio-technique et politique des sujets énergétiques sur un territoire. On ne parle pas de coopérative énergétique, mais de communauté d'énergie, de communauté énergétique. C'est une nuance sémantique qui est plutôt intéressante, notamment dans le cadre d'une transcription du droit. Cette infiltration par le droit, à l'épreuve des pratiques, vient questionner les déterminants juridiques actuels de ce qui constitue effectivement les communautés d'énergie. C'est-à-dire qu'il y a un décalage entre ce que propose le droit en termes de conception des communautés d'énergie et des pratiques qui sont beaucoup plus diverses sur le territoire de communautés énergétiques. Par l'usage de la sémantique de la communauté, elle participe aussi de l'inscription des communs comme manière de faire communauté dans l'énergie. Le droit est une matière plastique et opérante, sans saisir dans l'arène énergétique, en communauté, des vecteurs de repolitisation des questions énergétiques. Et donc là, je vais prendre un petit passage qui décrit à peu près tous les champs qui sont balayés par les différents entretiens, parce que cet ouvrage est segmenté en différents entretiens de collectifs, de chercheurs et chercheuses sur ces sujets-là. Chacune des voix que porte en elle des composantes de ce que les communautés énergétiques pourraient être dans une perspective démocratique. Chacune de ces voix donne à entendre des enjeux, des préoccupations, des dimensions qui lui sont propres. Au détour d'une démarche low-tech se trouve le vécu habitant d'une architecture en train de se faire, ou l'esprit villageois d'une micro-politique de la fête. L'exemple de Prats Desmoyaux, dont on parlera peut-être un petit peu plus tard. À la nécessité de faire exister une pluralité de futurs, répond la mise au présent de modes de subsistance énergétique qui prennent soin des milieux, à la perspective d'une sobriété juste ou de la création de filières courte-bois artisanales, se joint une militance pour un ancrage matériel de nos modes de vie. De la fabrique du droit à la création de savoirs terrestres, en passant par un techno-régionalisme énergétique, chaque expérience témoigne de manières de faire communauté à des fins de repolitisation des enjeux énergétiques. Nous cherchons à faire trace de ce qui compose déjà ce qu'on appelle une culture des précédents, c'est-à-dire ce qui est existant sur un territoire et qui est pourvoyeur de projections en fait, et de possibles dans le secteur et dans le milieu énergétique. Voilà pour cette petite introduction qui essaye de poser le cadre un petit peu, notamment de nos réflexions et de nos travaux de ces 10-15 dernières années, et qui permet aussi d'avoir une lecture
en tout cas assez contemporaine, de qu'est-ce qu'on entend par communauté d'énergie. Donc des communautés d'énergie qui sont bien balisées par le droit aujourd'hui. Contrairement à ce qu'on pourrait appeler communauté énergétique, qui, bien au contraire, en fait, élargit le spectre en fait, de ce qui peut être considéré comme des dynamiques, des démarches collectives qui s'approprient et qui s'engagent sur des enjeux énergétiques, que ce soit des enjeux de production énergétique, mais aussi des enjeux de consommation énergétique, et d'autres enjeux qui, en plus, paient aux services énergétiques. Donc, on pourrait très bien voir, par exemple, l'habitat ou bien un service de réparation de vélos électriques, par exemple, comme des services énergétiques qui participent de la constitution et de la construction de communautés énergétiques. Je te laisse la suite. Il y a vachement d'impôt de la séance. Peut-être. Moi, ce que j'aimerais amener dans le petit temps, c'est vous parler un peu de l'objet. Donc, bien sûr, par la voix, c'est très agréable à entendre, mais l'objet en tant que tel peut être, je pense, un outil qui peut être utile pour vos activités, comme pour vos polémiques futures à la machine à café. Il ne faut pas hésiter à le déchirer. Alors, typiquement, ça fait un peu duo, merci Ariel. Si on commence par la fin, vous verrez qu'il y a quelques pages qui en fait invitent la lectrice ou le lecteur à faire ce qu'on appelle des lectures par arpentage. Il se trouve que dans notre histoire, il y avait cette idée de commencer par une forme d'arpentage qui aurait précédé notre conversation avec cette espèce de plaisir esquive. Les gens à qui on parle ont lu l'ouvrage, donc on va pouvoir effectivement discuter à partir de leur lecture. A priori, on fait les choses un peu à l'envers, c'est pas grave. Et ça sera souvent comme ça. On commence par introduire et poser un décor pour ensuite inciter les gens ici présents à rentrer en lecture. Donc l'arpentage, c'est une technique ou c'est une pratique ou c'est une culture qui a une histoire, je ne vais pas le développer en longueur, mais qui, entre autres, s'inscrit dans l'idée d'une, si je puis me permettre, une époque révolutionnaire où il y avait l'intuition que c'était possible que les ouvriers s'émancipent des chaînes dans lesquelles ils étaient rompus et qui prennent de pouvoir aux endroits de l'industrie qui étaient critiques et de l'entreprise. Le but, c'est pas de rejouer cette révolution, puisque globalement, le résultat est plutôt conjoncturel dans le capitalisme. Mais mine de rien, cette technique perdure et on le ouvrière, mais on n'est pas aussi nombreux sur Terre. Et l'un dans l'autre, c'est une invitation vraiment à lire ce livre collectivement. Voilà, ça c'était mon premier point. C'est vraiment intéressant parce qu'il s'y prête complètement. Il se trouve que là, c'est pas qu'une allégorie, mais il n'est pas fait pour être déchiré, mais je pense qu'il est fait pour circuler de main en main et on attrape un entretien et on commence par l'entretien et puis on va à un autre entretien. Ce qui m'amène du coup à un genre littéraire. Ce livre, il peut paraître épais, c'est parce que tout simplement le format est ainsi fait, puis le papier est épais, mais du coup c'est agréable de le voir en librairie par rapport à d'autres bouquins. Il ne se lit pas tout seul. Ça, c'était le deuxième point que je voulais formuler. Il y a 600 notes de bas de page, donc ça ne doit pas vous effrayer. Mais c'est ce qui justifie qu'on parle de petits manuels, parce que des entretiens, ça fait pas des recettes. Donc c'est pas un livre de recettes, mais du coup ça donne des points de repère. Et ce qui est très intéressant, et tu l'as dit Thibaut, c'est qu'en plus il ne donne pas de plan et que les gens à qui on donne la parole ne sont pas d'accord, entre autres. Ils ne sont pas d'accord sur ce qu'on peut entendre effectivement dans cette idée de réappropriation. Donc vous avez des cultures autogestionnaires, des cultures plus coopérativistes dites traditionnelles, des cultures de la social-démocratie, d'autres qui n'ont aucune difficulté à penser effectivement une forme de coévolution avec des structures capitalistes en disant mais ça coûte énormément d'argent quand même l'énergie, une éolienne ça ne sera pas comme ça de terre, et de dire maintenant on peut faire d'autonomie avec des petites éoliennes dans son jardin. Donc, vous voyez un peu le spectre. Et du coup, j'en vais à mon troisième point, c'est que mine de rien, avant l'introduction, il y a la préface. Et le choix de donner, pour ainsi dire, ou d'inviter Yves-Citon à être en lettre préfacée, il n'est pas anodin. Je me permets du coup un petit sondage pour nous réélectriser, mais est-ce qu'il y a des gens qui ne connaissent pas Yves-Citon dans l'assistance? Est-ce qu'il y a un peu ce qu'ils ne connaissent pas? Ne connaissent pas, oui, voilà. C'est juste pour Yves-Citon, l'auteur. Voilà. Donc, je ne vais pas vous le présenter, mais ça vous permet de dire, lisez-le, je pense que vraiment son parcours est intéressant, et en particulier en 2013, il a publié un article qui porte effectivement sur la notion de controverse scientifique, et il pose la question du rôle, de la place et de l'expertise dans ces controverses. Alors le but du jeu, c'est pas de rejouer le match, c'est-à-dire il y a des experts et des profanes, c'est plutôt d'avoir du discernement sur finalement quels sont les lieux pour discuter des sujets sérieux, qui nous tiennent, dont on est dépendant, exponentiel de nous.
Et ben, typiquement, si je vais rapidement un exemple, mais je ne développe pas beaucoup, d'habitude, on ne peut pas négocier le coût de son électricité, quoi. A priori, on choisit sur l'étagère, on a des offres, on a un guichet, et puis on dit bah, je prends celui-là parce qu'il est moins cher. Mais il existe des utopies concrètes où on peut en assemblée discuter du prix de l'électricité. C'est possible, ça existe. Et c'est ça la culture des précédentes, c'est de montrer qu'il y a eu plein de tentatives ces dernières années qui s'inscrivent dans des longues filiations où il y a eu des gestes, il y a eu des tentatives, des approches, et elles ont été souvent laminées. Parce qu'il y avait en face d'eux les acteurs qu'on appelle les producteurs d'énergie, hein, les acteurs du fossile, ou des gens de la grande puissance électrique du nucléaire. Et le but du jeu, c'est pas dans ce livre de donner, je dirais, des directions, et j'en reviens ici, c'est plutôt d'offrir la possibilité de penser l'énergie à partir de plusieurs perspectives. Voilà. Et c'est pour ça que les mots que tu as employés en introduction, qui sont tirés d'intro, sont importants. C'est que, bah, mine de rien, de notre côté, en tant qu'assemblier, ça nous semblait intéressant de mettre en dialogue des personnes qui militent pour l'IoTech ou l'idée de basse technologie ou de pluritechnique. Il y a voilà, un ensemble de possibilités d'en parler, des gens qui s'intéressent à la sobriété, des gens qui sont plutôt dans une démarche de réappropriation de l'énergie. Il y a une espèce de champ sémantique qui nous traverse, et c'est un peu ma conclusion à ce stade. C'est dans ce livre, par définition, c'est d'abord des mots. Et je pense que la première invitation de cet ouvrage, après être lu collectivement et avoir une forme de recul, c'est de se réinterroger sur notre langage pour parler de l'énergie. Voilà. Et je crois que c'est pas anodin. Et ce langage, ce n'est pas que des mots. Ça peut être aussi des images, ça peut être aussi des dessins. Par contre, on n'avait pas l'économie pour aller au bout de la démarche, parce qu'on a fait, je crois, un schéma, mais on aurait pu en faire des centaines. Et d'ailleurs, les paysagistes ont des manières de parler d'énergie, je trouve qu'ils sont très intéressants. Ça, c'est figuratif, mais ils montrent les paysages énergétiques. Et typiquement, même si c'est loin et que vous le voyez pas forcément, mais c'est clair que la dimension matérielle, la vie ordinaire et l'énergie avant la Révolution française, c'est pas celle qu'on va connaître pendant la Révolution française, et puis, etc. Et mine de rien, c'est un peu ça, c'est de se dire, mais comment on parle de notre vie ordinaire, et c'est probablement pas une question de transition, sachant que je suis pas non plus un ayatollah ou partisan de Fressoz, mais mine de rien, on est quand même rattrapé par des longues histoires techniques. Voilà. Et ça, c'est quelque chose sur lequel je pense Riol, en tant que chercheur, est plus disposé à en parler, mais on est rattrapé par le passé. Et donc, à vouloir systématiquement projeter des futurs possibles, on en oublie qu'on s'inscrit dans des longues traditions d'infrastructures et qu'en fait, il y a une forme d'archéologie énergétique qui surgit. Et ça, je pense qu'on peut en parler dans nos exemples, puisque c'est un peu l'idée de passer à des exemples de présenter l'énergie de Nantes et Pras, où justement le passé, le présent, le futur se sont percutés, se sont articulés aussi bien en termes politiques, culturels, humains, sociaux, territoriaux. J'espère en pas avoir été trop confus, mais c'est d'abord un objet littéraire. L'entrée par le bouquin, par la structure du bouquin et par l'arpentage, etc., ça peut paraître assez éloigné en fait, du sujet des communautés énergétiques. Ce qui n'est pas le cas, enfin, j'essaie de faire atterrir aussi. Cet exemple en fait, des modalités de lire un ouvrage en collectif, par exemple, c'est très issu aussi de l'éducation populaire, notamment. Et en fait, ces formes d'éducation populaire, elles permettent de faire communauté et de faire collectif. Donc, ce qu'on a aussi vu, en tout cas, observé et dont on a été participant dans le cadre des différentes expériences en fait, que vous pouvez trouver, notamment au fil de ce bouquin, que ce soit à Pras des Moyaux, dont on va parler un petit peu tout à l'heure, à Énergie de Nantes, etc. Il y a une culture de l'éducation populaire, c'est-à-dire de faire en sorte que, en traitant des questions énergétiques par des artefacts comme un bouquin, comme la facture d'électricité, etc., on est en capacité de faire en sorte que les acteurs et les actrices se réapproprient effectivement quels sont les enjeux qui constituent la matrice énergétique et comment fonctionne l'énergie. Et ça passe notamment par les outils d'éducation populaire. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point sur lequel je voulais revenir aussi par rapport à ce que tu mentionnais, c'est effectivement toutes ces initiatives et ces dynamiques ne sont pas, entre guillemets, ne sortent pas de terre de manière ex nihilo. Elles arrivent aussi dans leur contexte, donc déjà dans le contexte politique, qui est celui que vous connaissez en ce moment, premièrement, et deuxièmement, dans un contexte qui hérite d'infrastructures qui sont déjà là, qui ont, ces acteurs et actrices ont la nécessité de se réapproprier aussi ces infrastructures-là pour pouvoir
soit effectivement pallier à un défaut de service public qui délaisse ces infrastructures, soit pour se le réapproprier effectivement et pour essayer de créer des espaces où des communautés viennent prendre soin de l'infrastructure énergétique pour pouvoir produire de l'électricité, produire de l'énergie, mais en liant toujours cette production avec son milieu. Donc, on n'est plus aussi, en tout cas dans certaines dynamiques, dans cette image de ce qu'on a appelé les systèmes infrastructurels, les grands systèmes infrastructurels, où effectivement on a des grosses centrales qui vont produire énormément et qu'on va distribuer sur tout un territoire, etc. Il y a justement des dynamiques de réappropriation à des échelles beaucoup plus fines et beaucoup plus petites, qui permettent effectivement de prendre soin au-delà des systèmes énergétiques, c'est-à-dire au-delà du système productif énergétique, de tout ce qui consiste en fait de tout ce qui participe du milieu en fait, dans lequel s'inscrit ce moyen productif. Donc, par exemple, Énergie de Nantes, qui est le premier producteur fournisseur associatif en France d'électricité. Donc, il y aura pas mal de choses à dire sur Énergie de Nantes. La première chose, en lien avec ce que je viens de dire, c'est que ils ont racheté, il y a maintenant 3 ans, un moulin dans la perspective effectivement de produire de l'électricité, mais aussi et surtout d'inscrire cette production dans son milieu. C'est-à-dire que les personnes qui viennent gérer le moulin ne se préoccupent pas uniquement de la production électrique, en fait. Elles se préoccupent aussi des poissons qui sont dans la rivière et qui passent, et pour effectivement que le milieu soit adéquat pour que ces poissons puissent vivre. Ils se préoccupent aussi de l'inscription et de l'intégration dans le territoire et dans le village de ce moulin, et que ce ne soit pas une entité en fait qui soit complètement invisibilisée, comme ce qu'on pourrait voir par exemple avec d'autres typologies de centrales, où effectivement on va essayer de les mettre à l'écart des villes, à l'écart des populations, etc. Parce que en fait sur les 50-70 dernières années, il y a eu une grosse politique en fait de mise à l'écart de ces moyens de production qui sont massifs, parce que personne n'aimerait effectivement une centrale à charbon, une centrale à gaz ou une centrale nucléaire dans son jardin, ça c'est clair. Comme personne n'aimerait forcément avoir des panneaux photovoltaïques ou des éoliennes, par ailleurs, dans son jardin. Ça, c'est clair aussi. Mais du coup, il y a cette volonté aussi, en réinscrivant les systèmes productifs énergétiques dans leur territoire et proches des populations, de pouvoir participer d'une réappropriation en fait, de ces systèmes de production, simplement parce qu'ils sont proches de chez soi. Voilà. Donc ça, c'est le premier point. Et le deuxième point sur lequel je voulais rebondir aussi, c'est un point sur ce qu'a mentionné Nicolas tout à l'heure à propos d'Énergie de Nantes, c'est-à-dire que Énergie de Nantes, donc c'est, comme je le disais tout à l'heure, c'est le premier producteur, fournisseur associatif d'électricité et d'énergie. C'est-à-dire que contrairement à une entreprise, en France, vous avez 2 statuts légaux. Hein. Enfin, en gros, soit vous êtes une entreprise, soit vous êtes une association. Donc, soit vous êtes for profit, soit vous êtes non-profit. Une association est non-profit, donc n'a pas pour vocation à faire des bénéfices. Donc du coup, un des objectifs de Énergie de Nantes, c'est de réussir à sortir l'énergie d'un processus de marchandisation et de financiarisation pour pouvoir effectivement faire en sorte de rendre des services à ses membres et de faire de l'énergie ce qu'on appelle un commun. Donc réussir, typiquement, à discuter du prix de l'énergie collectivement. C'est-à-dire que ces personnes-là, les personnes qui sont adhérentes et qui sont fournies par Énergie de Nantes, ce fournisseur et ce producteur, participent de la définition et de la construction du prix d'électricité qu'ils vont payer, effectivement. Donc, ils ne sont pas nécessairement au prix régulé, ils ne sont pas nécessairement au prix de marché, mais bien au contraire, dans le cadre des assemblées que met en place Énergie de Nantes pour discuter de ça, ben, ils participent effectivement de dire, ben, écoutez, nous, on serait intéressés par une tarification sociale de l'énergie. C'est-à-dire que l'énergie, en fait, en fonction de si notre habitat est une passoire, en fonction de nos revenus, de nos besoins, de si on a une piscine, si on n'a pas de piscine, etc., peut-être effectivement qu'il y a nécessité de discuter de cette notion de prix et de comment sont construits ces prix, non pas à partir uniquement des moyens de production, ni d'ailleurs des prix de marché. En général, le prix de production est complètement décorrélé du prix de marché, hein, par ailleurs. Mais aussi par rapport aux besoins sociaux, en fait, parce que l'énergie, effectivement, est un besoin vital pour se chauffer, pour se nourrir, pour se déplacer, etc. Donc ça, c'est un premier exemple d'Énergie de Nantes. Je peux peut-être faire une virgule pour dire que, et qui fait le lien avec la suite, c'est que, je le fais en 30 secondes.
avant que l'énergie de Nantes se constitue et en gros se donne une personnalité juridique par le fait du contrat associatif, vous avez un mouvement citoyen municipaliste, on dirait certains, qui s'appelait Nantes en commun commune. Et on a apporté la proposition. Ce qui n'est pas inintéressant et qui peut faire lien avec le but qui nous accueille, c'est que le mode d'action qui a été entrepris, c'est celui de l'enquête habitante. Voilà. Ça, c'est pas inintéressant parce que vous avez un certain nombre d'agents territoriaux de Nantes, en tout cas dans le coin, en leur nom propre, mais la question se pose, qui ont participé à un travail de compréhension en gros, de la dépendance énergétique au territoire et dire en gros, est-ce qu'on peut reprendre la main sur notre destin énergétique parce qu'en fait, ça conditionne notre politique de transport, ça conditionne notre politique d'habitat, en fait, ça conditionne toute notre vie ordinaire. Il y a un blackout le réveille immédiatement. Ah, en fait, quand il n'y a plus d'électricité, pour un certain nombre de raisons, c'est pas lui d'en parler, on rend compte de toutes les dépendances. Voilà, c'était pour illustrer ça. Et enfin, de raconter, parce que c'est maintenant ce qui passait, il y avait toute une allégorie autour de la notion de pouvoir habitant. C'est pas anodin parce qu'en fait, ça pose la question des institutions. Institutions populaires, institutions qu'on peut qualifier de légitimes par le fait de la représentation, et puis les formes qu'on connaît, la collectivité, tout ce qui s'ensuit, mais aussi le marché, qui est une institution en bonne et due forme et qui a ses propres mécanismes, et pour lequel le droit de la concurrence est tout puissant. Voilà. Donc c'était pour vous donner un peu là encore une perspective dans laquelle ça s'inscrit. Et là, je voulais faire le lien avec Pratt, je pense que tu le racontes très bien, c'est qu'avant que Nantes en commun se mette en place, avant que l'enquête, qui était la toute première, en l'occurrence sur l'énergie, se développe, et que la proposition citoyenne, ah bah tiens, on pourrait peut-être faire un fournisseur qui s'appelle Énergie Nantes. Donc, la virgule dans la virgule, c'est qu'ils l'ont fait dans le cadre d'une élection municipale, avec la perspective de dire, bon, on va devenir gouvernant de ce territoire. Voilà. Donc, ça s'inscrit dans des filiations telles qu'on l'a vu à Barcelone, la Barcelone commune. Donc, je ferme cette virgule dans la virgule et simplement dire que un des participants de cette enquête était venu à Prince sur une forme de concours de circonstances. On en est un peu responsable, dire bah, tiens, ce serait bien que tu ailles voir ce qui se passe sans savoir la suite de l'histoire, évidemment, et de faire un petit reportage et en plus d'avoir une conversation sur est-ce qu'ils ont le droit de faire ce qu'ils font à Prince. De viser une forme d'autonomie énergétique d'un village, comment ça marche. Voilà. Et c'est l'idée d'autonomie énergétique, l'idée de pouvoir habitant, l'idée de mettre le nom de la ville en question de la commune en commun ou en commune. Cet assemblage politique-là, c'est ce que le livre essaie de raconter, mais voilà, il y a plein d'indices. Et ce que je n'ai pas dit tout à l'heure, c'est que le genre littéraire du bouquin, le plus proche, c'est vraiment le livre dont vous êtes le héros. Quoi. Tu rentres dans une page, puis ah tiens, je vais aller voir là-bas. Et c'est ce que les notes de bas de page permettent de faire. Et étant des geeks, hélas, un livre, ce n'est pas une page web, donc on ne peut pas passer d'une page à l'autre facilement cliquant, il faut trouver des articles. Mais du coup, Pratt, ça a été un précédent pour Nantes en commun et pour Énergie de Nantes. Ça, je pense que c'est maintenant, pas le seul, mais un des précédents majeurs et constitutifs d'une vision politique de l'énergie. Du coup, peut-être quelques mots sur Prince des Moyaux la Presse. Ouais. Ensuite, on va conclure. Donc, Prince des Moyaux la Presse, c'est un petit village de 1000 habitants, un village millénaire dans les Pyrénées-Orientales, notamment. C'est le village qui est le plus au sud de la France et qui a un étalement qui est plus vaste que celui de l'étalement parisien, pour vous donner une idée. Donc, quelques spécificités de cette commune, cette collectivité. Premièrement, elle a son réseau de distribution qui est géré en régie municipale, ce qui correspond, enfin ce qui correspond à peu près à 5% du territoire. 5% du territoire français ont leur réseau de distribution d'électricité qui sont gérés en régie par des syndicats ou bien par des entités qui ne sont pas Enedis. Donc, ça veut dire que 95% du territoire sur le réseau de distribution est géré par Enedis. Pourquoi 95,5 ? On pourra en discuter. Donc ça c'est un premier point. Le deuxième point, dans ce petit village, ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont une centrale hydroélectrique qui, jusqu'à maintenant, produit pour 40% des besoins du village. Enfin, des besoins sur l'année du village, hein, parce qu'en fait, il y a 1000 habitants en général et 10 000, je caricature, et 5 000, 2000, entre 2000 et 4000 habitants l'été, parce que c'est une ville thermale, très touristique, pour information. Donc, ils ont effectivement ce barrage hydroélectrique. Ils avaient une autre station hydroélectrique aussi qui n'est pas en service parce qu'il y a un peu plus de 100 ans, en fait, ils ont eu des gros dégâts suite à une crue parce qu'en gros, ils avaient coupé tous les arbres et que l'eau a ruissellé de partout. Et du coup, il y a eu de très fortes réticences en fait, à remobiliser et remettre de l'énergie dans des installations hydroélectriques. Voilà, ça, c'est pour la petite histoire.
Et cette histoire, elle n'est pas anodine parce que ce qu'elle montre aussi, c'est que l'histoire passée contraint énormément en fait, les capacités à se projeter dans des projets de transition de territoire. C'est-à-dire que pour amener le fait de pouvoir réhabiliter une centrale hydroélectrique, de pouvoir porter un projet de transition énergétique sur le territoire qui soit relativement autonome, remobiliser des moyens de production sur le territoire, etc., il a fallu passer outre, ou en tout cas, il a fallu dépasser un petit peu les réticences locales, en fait, suite à ces différents traumatismes. Les oppositions. Les oppositions. Donc ça, c'est la deuxième spécificité de ce village. Et la troisième spécificité qui n'en est pas tellement, c'est que comme tous les villages, villes et les petits villages, notamment de France et de Navarre, il y a des personnalités qui sont fortes, donc notamment des personnalités politiques. Et effectivement, un des apprentissages de nos quelques années là-bas, c'est que pour faire du collectif, c'est un peu compliqué lorsque les personnalités sont très fortes, ou en tout cas, il faut engager et embarquer des personnalités fortes dans le projet, quoi. Oui, une virgule rapide, et surtout, c'est en Catalogne. Et c'est en Catalogne. C'est hyper important dans notre culture des précédents. Je veux dire, un passé, une historicité, une unité territoriale, la question peut se poser aussi dans le Pays Basque, qui est quand même pas loin, etc. Et je reviens dans la marge, gaz de Bordeaux, 1919, régime municipal de gaz et électricité. Enfin, c'est ça qu'on provoque dans notre bouquin. On s'inscrit dans des sites très, 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 très longs qui convoquent des histoires politiques. Et du coup, ce qui nous a amené à Pras des Moyaux, c'est justement le projet de transition de territoire, où l'objectif c'était de mettre en place des moyens de production électrique, notamment photovoltaïque, éolien, de pouvoir, avec les compteurs Linky, pouvoir récupérer de la donnée de consommation, de production, d'optimiser un peu tout ça en favorisant une gouvernance locale de l'énergie, etc. Smart village. Le smart village. Et on est passé, en gros, je vais être caricatural, du smart village à la fête des énergies à Prats, qui tous les ans mobilise un peu plus d'1 millier de personnes. C'est-à-dire qu'on est passé d'un projet qui à l'origine était très technique et techno, où l'objectif c'était d'optimiser effectivement les consommations, les productions et le réseau électrique sur le territoire, dans une visée de réappropriation des politiques énergétiques et de l'énergie sur le territoire, à une configuration complètement autre, complètement différente, à laquelle on ne s'attendait pas du tout, justement. Et par ailleurs, c'est le fait d'avoir écouté le territoire et de ne pas avoir essayé de pousser les choses sur le territoire. Ce qui s'est mis en place, c'est effectivement des agencements et des arrangements avec l'école du village, avec la régie électrique municipale, avec les bourgs alentours pour faire communauté énergétique avec les enfants, c'est-à-dire faire en sorte que tous les ans, il y ait des choses qui se passent, donc des fêtes du village, parce qu'il y a une grosse culture de la fête à Pras des Moyaux. C'est vraiment, le social passe beaucoup par la fête là-bas. Et du coup, c'est ça qui est intéressant aussi, c'est qu'on a inscrit ce sujet d'énergie dans la culture locale de la fête. Et ce qui a permis effectivement de faire en sorte que maintenant, toutes les générations se réapproprient ou s'approprient tous les ans des questions énergétiques par un dispositif qui est celui de la fête, qui n'est pas un dispositif technologique, qui n'est pas un dispositif qui repose sur une infrastructure énergétique, ou en tout cas pas directement, mais qui permet effectivement ce type d'appropriation et de réappropriation. C'est-à-dire que le projet, c'était de faire un manège à pédalothèque à la base. Et ça a été hyper mobilisateur dans le village, parce qu'il y a une culture de carnaval. Et c'était aussi pour se rappeler à quel point les cultures et les imaginaires énergétiques qui renvoient aussi à une réalité pratique, quoi. Voilà, donc un petit équipement, un petit mobilier urbain, c'est tout un imaginaire énergétique. Il y a des gens spécialistes du sujet, on doit s'arrêter. De toute façon, le bouquin, il est là pour préparer tout ça. Non, si ça commence tout à l'heure à 18h, Parfait. Oui, c'est vrai. Alors, pour ceux qui veulent aller à Perpignan, j'y vais ce soir. Et le lendemain, c'est effectivement la 4e fête des énergies. Et ça fait plaisir de dire, parce que ce que dit Ariel avec le sommet, c'est que c'était particulièrement laborieux. Les étapes pour en arriver, effectivement, on fait des propositions sociales. Et typiquement, la relation entre habitants et élus était particulièrement chaotique. Du coup, je vais conclure sur 3 points. C'était un peu le feature que je reprends aussi de la conclusion du bouquin. Donc je me facilite la tâche aussi un petit peu. Donc la première action qui s'impose est de favoriser l'appropriation des idées et des pratiques présentées en multipliant les occasions de discussion. Donc c'est par ailleurs tout ce que révèle aussi ce qu'on a fait sur les terrains et en territoire et tout ce que font les collectifs sur les territoires pour pouvoir s'approprier ces dynamiques et pour pouvoir effectivement faire vivre ces dynamiques sur les territoires. La deuxième action qui s'impose s'inscrit dans la lignée de ce que nous mettons en œuvre depuis la COP du milieu, c'est-à-dire qu'on est convaincu de l'importance de soutenir les collectifs
à documenter, raconter, transmettre leurs expériences via différents médias. Donc là, vous avez vu, Nico montrait tout à l'heure, donc il y a un petit journal, un fanzine, un bouquin, des vidéos, de l'audio, etc. Ça permet aussi de favoriser les transmissions, effectivement l'appropriation des questions par divers sphères. Et la troisième action qui s'impose et qui est la plus ambitieuse peut-être, c'est qu'on est conscient que nous disposons d'un moment d'opportunité pour faire de la démocratie énergétique, en inscrivant les communautés énergétiques dans la philosophie et la pratique des communs. Donc on propose d'engager une dynamique de plaidoyer pour les élections à venir. Donc je vous rappelle que jusqu'à 2030, C'est pluriel, élection. jusqu'à 2030, tous les ans il y a des élections présidentielles, municipales, départementales, régionales et européennes, jusqu'à 2030, exactement dans cet ordre-là. Donc l'objectif aussi de travailler, c'est à peu près, je crois. L'objectif aussi, c'est justement dans l'idée d'inscrire ces dynamiques dans le temps long, c'est aussi de pouvoir faire bouger nos politiques et le droit sur ces sujets. Je m'arrête. Et la base peut être un lieu de construction de droit. Ça a été notre conclusion. Merci beaucoup. Alors, ce que je vous propose sans attendre, c'est de vous répartir sur les 3 panneaux. Donc, on a le panneau que je retiens, qui fait écho à mes actualités professionnelles et mes questions, ce qui est donc la chronique que vous avez. Et pendant 5 minutes, on va passer chacun sur les panneaux en tournant. Donc, je vais vous répartir également parce que de toute manière, on passera tous sur tous ces panneaux dans l'article. Ouais. C'est le bon tribunal. C'est comme un conseil de classe. Ouais, c'est ça. Bon, non. On verra les recours. Ça va, du coup, je vous invite à vous lever et à venir sur les différents panneaux. Donc, là-bas, il y a Claire avec ce que je retiens, qui initie avec les questions. Il est tellement bien arrivé dans son livre, ils n'ont pas le temps de noter. Il n'y a pas d'enjeu. Venir répondre à avoir rempli des questions. Vous pouvez continuer vos questions. Ouais, j'essaie de garder le. J'essaie de garder le. Je vais sortir avant. Parce que. C'est pas C'est les personnes qui veulent bien. rien appris. C'est les personnes qui veulent bien venir écouter des questions. Parce que... Par contre, il y a des questions. Ouais. Mieux faire, mieux faire. Par contre, Comment est-ce qu'on va aller à la question de connexion? Comment accompagner ça?
On a entendu la question. Non, non, pas du tout. Je dépose.
C'est ça, les communes qui ont Par exemple, des personnes qui font aussi le maillage entre les différentes chaînes. Vraiment, est-ce que
Chaque Thibaut, Claire et moi allons faire une petite répétition de ce qui a été mis sur chacun des panneaux. Et ensuite, du coup, William et Nicolas pourront répondre ou un peu discuter sur ce qui a été dit dans les petits groupes. Claire, ça te fait commencer? Ouais. En une minute. Ah oui. Pas en 10 minutes? Non, non. Non, vous êtes très prolixe. Donc, ce que j'avais retenu, c'est bien sûr le principe de la communauté. Il y avait déjà le principe que ça part d'une enquête habitante et donc la faisabilité de la co-construction de la participation citoyenne, des choses qui émanent de la communauté au départ. Le côté un peu de reprendre la main sur le destin énergétique, le côté un peu empouvoirment. Le principe de matérialité, le principe de réappropriation. Alors ça, c'est une grosse patate, mais tout est relié. La réappropriation des enjeux écologiques, donc le principe d'adaptation. Le fait qu'on ait beaucoup parlé de la culture des précédents. Donc on se base sur ce qui s'est passé, c'est un héritage et qu'on construit par rapport à cet héritage. Et aussi l'intégration dans l'environnement au sens large. Dans les grandes notions, je les ai mis là parce que ça venait assez souvent. C'était vraiment en fait les deux exemples hyper parlants et ça nous a rappelé que personne ne savait comment on écrit les phrases. Et je n'ai mal écrit aussi, c'est non P-R-A-T-S-T-Z T-S. C'est bien écrit là, mais c'est que du vol. Et non de moins, le partage, le développement d'une culture commune à travers la communauté énergétique. En gros, le côté vraiment appropriation. Tu parles 2 minutes? Oui. Ma très bonne transition, c'est ce qui est ressorti aussi. Donc, moi, c'est ce qui fait écho des actualités professionnelles. Et on a vraiment écouté les leviers pour s'approprier cette question-là, donc la question de la transmission, du partage, de la diffusion, de la culture commune en fait, de ces sujets-là. Multiplier les espaces de discussion aussi, du coup apprécier. L'éducation à l'environnement, l'éducation populaire, le côté collectif en fait, comment on se réapproprie cette question ensemble. Et après, il y avait la question donc, des communautés énergétiques, de la précarité énergétique, agir sur le coût des énergies et choisir son prix en fait. Et le côté, comment on se le réapproprie au niveau local, comment est-ce qu'on fait de cette question en fait, des politiques publiques. Et donc, ce qui fait le pont entre ça et ça, c'est justement un peu la méthodologie. Quelle méthode on utilise pour embarquer les gens et faire un sujet, on va dire, collectif et public. Notamment avec la question de la méthodologie, donc démarrée par l'enquête qui avait été remis en avant.
et la place des utopies, donc des nouveaux récits dans les politiques publiques. Ouais, des nouveaux récits sont dans les politiques. De mon côté, il y a pas mal de points qui sont en écho avec ce qu'il vient de dire. Pas mal de questions qui reprend un peu cette idée de culture des précédents, mais à l'envers, c'est-à-dire comment créer des communautés d'énergie là où il n'existe pas de culture locale. Et la personne qui a posé cette question, il y a une autre personne qui a dit mais comment s'adapter à la culture d'un territoire pour faire communauté énergétique. Donc ça montre qu'au fond, on n'a pas les mêmes regards aussi sur ce qu'on peut appeler une culture ou une communauté, sur ce qui est déjà là, quoi. Il y a deux autres questions qui posent plutôt la problématique de comment créer une dynamique là où il n'y a pas cette dynamique-là sur le territoire, comment impulser ou accompagner cette dynamique-là. Il faut savoir, tu as parlé de précarité énergétique, on est dans un département et c'est une des compétences du département, cette question sociale. D'ailleurs, on a des collègues ici qui sont sur ces sujets-là et qui disent qu'eux, ils sont confrontés à des cas très concrets, en fait, liés à cette question d'énergie, et comment, du coup, aider ces usagers, par exemple, préoccupés par le coût des factures, à se constituer en communauté. Là, pareil, c'est une culture d'un précédent, pas en termes de précédent historique, mais en termes de problématiques qui sont déjà là, en fait. Ensuite, on a une question, est-ce que c'est la question de la décentralisation et la centralisation politique, c'est finalement le même combat que la décentralisation et la centralisation énergétique? Voilà. Il y a une question aussi sur l'objet bouquin dont vous avez pas mal parlé, sur le processus rédactionnel, comment est-ce que vous avez constitué ce bouquin-là. Ensuite, il y a aussi un autre pôle de questions sur comment faire évoluer le réseau énergétique, comment multiplier les formes et les supports des communautés énergétiques sans qu'il y ait une place trop grande qui soit donnée aux questions technologiques, dans le sens techno. Je ne sais pas, je crois que c'est toi qui as posé la question. Ah oui, c'est ça, que ce soit techno-push, quoi. Voilà, c'est ça, techno-push. C'est un peu l'expression. Et aussi, est-ce que dans le bouquin, vous abordez les cas de pays européens? C'est une question qui a été posée. J'espère avoir restitué fidèlement vos questions. Merci. Merci pour toutes ces contributions. Et maintenant, vous avez 15 minutes à peu près pour répondre. Vous avez 2 heures. Non, merci beaucoup. Moi, je suis assez scotché par alors, ce que je retiens, je reprends la même chose, hein, et puis ça fait un très bon résumé, et puis je m'en vais dans cette compte. Non, c'est super. Alors, je vais peut-être revenir sur un point auquel ça me fait penser sur comment est-ce qu'on fait culture commune, ou comment est-ce que sur un territoire on peut faire en sorte que une culture commune émerge. Ça me fait penser à un point dont on a discuté lorsqu'on a préparé un petit peu cette intervention, c'est le sujet de la désirabilité. Je pense qu'il est aujourd'hui sur beaucoup de bouches, qui a remplacé le mot acceptabilité. Hein, pour info, même si on utilise encore le mot acceptabilité. La question de la désirabilité, c'est est-ce que le sujet c'est de rendre désirable quelque chose ou de réussir à sentir ce que le territoire désire? C'est pas la même chose que de rendre désirable quelque chose ou bien de voir ce qui est désirable par le territoire. Donc la question à se poser justement sur comment faire émerger une culture commune, c'est est-ce que c'est vous qui souhaitez faire émerger une culture commune, ou bien est-ce que c'est effectivement par un processus où vous allez effectivement faire enquête sur le territoire, essayer de révéler ce qui se passe, etc. C'est les personnes sur le territoire qui vont se saisir d'un sujet et faire culture commune que vous allez ensuite, on va dire, accompagner. Donc, je pense que du coup, c'est pas la même posture. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point, quel que soit l'endroit où vous avez, il y a une culture commune. Même de l'énergie. À Prats, des Moyaux, nous, on a été complètement surprise par la qualité des échanges qu'on a eus au fond de Prats des Moyaux sur les questions énergétiques, avec des personnes qui avaient vraiment mis en place des systèmes d'autoconsommation hyper chiadés et qui savaient très bien comment fonctionnait le système électrique,
comment fonctionnait le réseau et qu'il y avait vraiment une culture. Le truc, c'est que ces cultures, elles étaient complètement éclatées. Donc, il y avait un bout ici, un bout ici, un bout ici, un bout ici. Et donc, la question, c'est pas comment faire culture, mais c'est comment faire collectif autour d'un sujet qui est l'énergie, et pour pour que ces cultures-là, qui sont complètement éclatées, puissent, on va dire, discuter entre elles, quoi. Et à ce moment-là, effectivement, faire culture commune. Donc c'est un peu ce qui s'est passé avec la fête des énergies, par exemple. Avec la fête des énergies, ces personnes qui étaient effectivement au fin fond, etc., sont venues pour présenter un peu ce qu'elles faisaient, et puis ils ont rencontré des gens de la régie électrique, et puis ils ont rencontré des enfants qui voulaient faire le manège à pédales, etc., etc. Et tout ça, en fait, ça a fait que tout le monde est monté en culture, en fait, par rapport aux questions énergétiques. Et l'impact de ça, c'est effectivement que tout le monde se préoccupe, enfin, que normalement les personnes se préoccupent beaucoup plus, en fait, de ce qui configure le système énergétique chez eux. Donc ça, c'était pour revenir sur la question des cultures énergétiques. Le troisième point, je pense que je vais être déçu parce que je pense qu'on n'a pas de recette. On a testé on a testé quand même pas mal de choses, que ce soit à Pras des Moyaux, que ce soit en Bretagne, notamment à Concarneau-Cornouailles sur les sujets low-tech, que ce soit dans le Morvan sur le sujet des filières courte-bois et de ce que font en fait les reconfigurations de filières courte-bois à l'écologie du travail, etc., etc. Donc des sujets qui ont l'air complètement éclatés, mais sur lesquels on a essayé effectivement on a testé des choses en termes de méthode, entre guillemets, dont l'enquête participante, l'enquête populaire fait partie. Le fait d'être en enquête sans être dans une logique effectivement d'extraction ou d'extractivisme de l'information, mais de réussir à faire en sorte que les personnes sur lesquelles vous enquêtez ou les structures sur lesquelles vous enquêtez, elles-mêmes, en fait, sont en capacité ensuite d'enquêter sur leur territoire. Donc il y a un processus aussi où, typiquement, ce sujet de l'enquête, l'objectif, c'est pas nécessairement que vous récoltiez uniquement de l'information, mais que les personnes avec qui vous discutez, elles aussi récoltent de l'information et soient autonomes pour elles-mêmes ensuite monter des processus d'enquête aussi sur leur territoire, sur les sujets qui les concernent. Voilà. Donc ça, c'est un des exemples de modalités qui ont été mobilisées. Bon, non, mais c'est parce que. Non, je pense que la manière de répondre à la question, c'est-à-dire que ça vous intéresse évidemment, sans vouloir être casanier, je pense vraiment des choses. Mais bon, voilà. La deuxième, c'est que la COP des Vilnius se porte aussi disponible d'une forme de continuité dans la correspondance. Et si là, vous n'êtes pas seul. Enfin, tout le monde se pose les mêmes questions aux mêmes endroits. C'est quand même assez systématique, que ce soit dans des librairies à Rennes, que ce soit effectivement demain, je serai sur une table à côté de l'école de Prax, quand même une fête des énergies, on se pose vraiment les mêmes questions. Donc il y a vraiment un peuple qui se pose des questions, pardonnez-moi l'expression. Et ça rejoint vraiment le mouvement des cahiers de doléances. Vous avez 18 000 cahiers. Donc moi, ma manière de répondre, c'est de prendre un espèce de croche-pied et d'être attentif à ce qui se passe, quoi. Et je pense que c'est vraiment ça notre non-méthodologie, c'est d'avoir été assez disposé à accueillir les opportunités. Parce qu'à un moment donné, cette espèce d'entêtement à vouloir faire le rêve d'une certaine manière, on voit bien que ça fabrique de la controverse, puis ensuite de la conflictualité, puis ensuite de la violence, puis ensuite ça peut aller très très haut en fait en termes d'intensité. Et que ça soit Pratt ou que ça l'énergie dedans, il ne faut pas non plus éliminer les disputes politiques, idéologiques qui traversent aussi ces histoires. Du coup, moi, ma manière d'aller vers la question de la culture commune, c'est d'interroger les idéologies. Je pense qu'il ne faut vraiment pas sous-estimer le conditionnement matériel, qui est certain, c'est-à-dire que nous avons un espace des choix quand même, mine de rien, conditionné par le passé. La question du démantèlement des centrales va se poser. La question de notre tissu, par exemple, artisan, si tenter qu'on arrive à sortir encore un nouvel paire en 10 ans, parce que mine de rien, une question se pose. La question des outils financiers, la question aussi de ce qu'a fait en fait, une forme de libéralisme à nos savoir-faire, à notre connaissance aussi technique. On était un peuple très technique en France. C'est pas si acquis d'office. Des gens qui savent réparer, par exemple, une génératrice de moulin, en fait, il n'y en a pas tant que ça en France. Il n'y en a pas tant que ça. C'est un vrai travail de transmission intergénérationnelle, de pratique. Il y a 36 000 moulins qui ont été peu identifiés, qui pourraient effectivement être de la microproduction d'électricité. Il y a énormément d'embûches bureaucratiques et idéologiques sur qu'est-ce que devrait être un cours d'eau. Et je fais un dernier crochet.
Vous avez par exemple ici, sauf à ma part, un appel, une forme d'assemblée de Garonne qui doit vous occuper, avec l'intuition que l'on peut doter effectivement à cette entité dite naturelle qui est le bassin versant une forme de personnalité juridique, au motif que c'est un sujet. Ma manière de dire, c'est que il y a tout qui est là. Par contre, créer de la disponibilité réciproque, pas un partisan d'un contrôle, je tiens à dire, c'est une blague entre deux, mais créer les conditions par ce type d'endroit de se croiser, ça forcément, on y est attaché. Et donc, une des histoires dans l'histoire, c'est pour faire culture, je ne sais pas si c'est une commune partagée, il faut s'engueuler, il faut fabriquer du langage commun, il faut se voir, se revoir. Et mine de rien, il y a plein d'endroits pour le faire qu'on ne sous-estime pas. Un conseil d'école, une fête d'école. La fête des énergies, à la base, c'est la fête de l'école. Ni plus, ni moins. Donc une fête de quartier est une occasion de discuter de beaucoup de choses qui finalement nous rattachent à la matérialité, aux infrastructures, aux politiques énergétiques. Et là où, pour ma part, j'aurais une forme de piste à proposer, quand même, faut nourrir un imaginaire, et je pense que les travaux de réappropriation du droit au sens de dire ah mais il y a une tradition des droits coutumiers, comme si le droit avait été écrit à jamais, c'est pas vrai. Enfin, je veux dire, c'est une construction, c'est à la fois une science pour certains, le droit, à la fois une pratique, et d'autres vont même dire c'est un artisanat. Voilà, j'arrête là. Et mine de rien, vous avez un certain nombre d'écrits qui disent les communs sans droit, c'est un peu, voilà, c'est jardiné, c'est la révolution. Je ne sais pas quelle est la formule, mais vous la connaissez, je pense. Et vraiment, du coup, cette piste de dire il y a encore un projet ambitieux de service public possible, c'est pas qu'une question effectivement administrative ou technique, c'est une question de projet de société. En fait, beaucoup de choses qu'on raconte, c'est une proposition de service public. C'est les low-tech qui s'inscrivent, mais on les ramène systématiquement des propositions commerciales. Et du coup, la question du contrat social traverse cette discussion. Sauf qu'à vouloir détacher les causes, on n'arrive jamais, me semble-t-il, à poser la question c'est quoi faire société, c'est quoi la République, c'est quoi le rôle de la commune, des questions basiques, mais qu'on n'arrive pas à poser dans l'espace médiatique. Et donc, je fais une pirouette pour dire que Yves Citon vient publier encore en bouquin, parce qu'il est un peu prolifique. Il dit pourquoi, en gros, les médias fabriquent. Je suis un peu taquin, mais en gros, il dit pourquoi la droite, un peu dure, gagne systématiquement les élections. Il y a quand même une construction attentionnelle. Vous avez une économie de l'attention, il ne faut pas la sous-estimer, qui fabrique aussi une grande confusion et qui génère des formes de dissociation entre des tentatives de réalité que les enquêtes révèlent et des grands arbitrages. T'es pour ou t'es contre le nucléaire? T'es pour ou t'es contre les grandes éoliennes? Franchement, si on ne rentre pas dedans, pour moi, on est foutu, quoi. Et toutes les discussions qu'on a eues avec des écolos des années 70, 80, 90, 2000, c'est des successions de péripéties. Il manque des espaces de discussion pour retravailler le contrat social. Voilà. Je pense que l'énergie nous a beaucoup motivés. Moi, je ne suis pas du tout énergéticien. J'ai toujours dit que c'est un accident d'histoire, à différence de Riel, pour le coup, lui, qui a quand même une forme de légitimité acquise. Comment? Ah, moi, mon sujet à la base, moi, j'ai étudié, juste pour vous donner une idée, j'ai étudié les interactions entre des plaques lithosphériques qui tombent à la frontière noyau-manteau. C'est ça mon background de formation. Donc, autant vous dire qu'il a fallu beaucoup d'épisodes pour en arriver à un moment donné au bouquin qui est là. Et c'est les rencontres, et c'est les tiers-lieux, et ces espaces inattendus qui ont été la possibilité de faire des parcours. Voilà. Donc moi, mon plaidoyer, c'est l'inattendu. C'est facile à dire, mais impossible à faire. Voilà. Donc, c'est peut-être ça aussi qu'on a, parce qu'on n'est pas tellement revenu ici sur les parcours et sur ce qui précède, notamment nos péripéties dans ces contextes-là et dans ces cadres-là. On en parle un peu dans le bouquin, mais typiquement sur ce sujet de la disponibilité et le fait de créer des espaces en fait, où on accueille de manière relativement inconditionnelle en fonction des idéologies, etc., pour parler de tout et de rien, je caricature un petit peu. Donc ce qu'on dénomme entre autres par tiers-lieu ou par faire-lieu, c'est le mot le plus très galvaudé en ce moment. En fait, on vient aussi de cette éducation-là. Ça rejoint l'éducation populaire dont on a parlé tout à l'heure, etc. C'est-à-dire que il y a aussi des manières de discuter et d'accueillir en fait les paroles et de faire en sorte de rendre disponible et de croiser en fait les discussions, quoi, typiquement. Donc, comme disait Nico, effectivement, le sujet c'est pas d'être pour ou contre le nucléaire, pour ou contre les éoliennes, etc. Moi, je peux faire une citation que tout site allume aussi. Et mine de rien, elle est pas mal du tout. Donc, c'est la page 304 dans la conclusion. Je ne vous rends pas non plus toute la conclusion. Vous pouvez vraiment commencer par la fin, néanmoins. Celles et ceux qu'on appelle les commoners, donc ceux qui se reconnaissent à la culture des communs, depuis leur pratique, se construisent une langue. Choisir les mots, c'est défier la noble langue. Et comme pour les cahiers de doléances,
c'est désigner ce qui compte pour infléchir sur le cours des choses. C'est faire exister des possibles, un droit à l'expérimentation, à l'invention. C'est ça dont on parle par le droit des communs. À l'image des patterns of communing, processus de faire commun, de situer le friche et l'immobilier, c'est développer un appareil théorique en décrivant de manière fine et détaillée un ensemble de modèles de l'action en commun. D'où l'enquête. Et c'est à l'entrée glossaire. C'est pour dire, finalement, tout ce qui se lit, c'est la question de la langue, la question de comment on se parle, la question des assemblées, des centralités sociales populaires, et le plus difficile, le bouclage avec ce qu'on appelle la fabrique de la loi, la fabrique du droit, les institutions formelles, quoi. Les institutions formelles, informelles. C'est ces 4 entrées-là qu'on a chapitré l'outillage politique issu d'un mouvement de réactivation du commun. Donc ça illustre ce que tu dis, et c'est pour ça que c'est d'avoir un ouvrage littéraire avant d'être quoi que ce soit d'autre. C'est peut-être un autre point sur lequel on n'a pas réellement insisté, c'est justement cette notion de commun, ou en tout cas comment est-ce qu'on mobilise ce qui est appelé les communs dans la pensée, dans une pensée de la démographie énergétique. Et du coup, effectivement, ça mériterait de le dépouiller un peu plus finement, peut-être. Quel conclusion, parce qu'en l'occurrence, on avait une proposition à vous faire. Parce que vous avez une chance extraordinaire à Bordeaux, c'est que vous avez vraiment une école du droit des communs. C'est un des territoires en France, un peu avec Rennes, Paris, oui, mais de toute façon, Paris est trop loin. Mais pour le coup, il y a vraiment un ensemble de personnes. Louis de Fontenelle, qui est donc une des voix de cet ouvrage. Alors, en l'occurrence, ce n'est pas exactement à Bordeaux, l'université pauvre, peu importe, il n'est pas loin, m'excusez. Mais il y a un ensemble de personnalités qui sont prêtes à répondre à une forme d'approfondissement sur qu'est-ce que ça signifie juridiquement, le sens, la philosophie juridique, de fabriquer son propre droit. Ce qui ne veut pas dire être seul ou en autarcie. Ça veut dire dans un espace où vous avez des normes, des arrêtés, des circulaires, et tout un ensemble de droits et de pouvoirs qui sont systématiquement un droit d'agir. Et sur le principe, ils étaient tout à fait d'accord. Je crois qu'à la base, Mathieu est disposé peut-être à avoir une conversation peut-être plus sur le droit des communs énergétiques, ou le droit des communes énergétiques, ce qu'on n'a pas du tout fait, mais qui permet du coup de vraiment rentrer un peu dans pas le cœur du sujet, mais un peu plus dans le cœur du sujet. Et par ailleurs, si on reprend un peu les discussions qu'on a pu avoir avec Louis, qui est chercheur en droit, juriste, il nous disait effectivement que l'échelle du département était effectivement la bonne échelle pour travailler sur le sujet des communautés énergétiques. Complètement. Donc il y a aussi des sujets qui se dessinent par rapport à ça. Voilà, je le pose là parce que c'est des discussions qu'on a eues avec. Au regard notamment du contrat social qui en fait est dans l'esprit du législateur, de dire que les communautés énergétiques existent d'abord, non pas pour des finalités lucratives, mais d'abord pour des finalités socio-environnementaux concernés. Ce qui du coup change la donne, de dire si notre compétence première, notre mission est la solidarité de la cohésion sociale et territoriale, alors on peut s'instituer communauté. Après, la question de qui est dans la communauté devient une question infinie. Mais au moins, on commence à rentrer dans le sujet. Et là, on peut commencer à créer des formes de complémentarité ou d'arrangement entre politique publique, entre une politique de l'habitat et une politique, par exemple, je ne sais pas, éducative, ou une politique, je ne sais pas, dite environnementale et une politique technique. Voilà. Et c'est là où ça devient intéressant, c'est que la communauté énergétique, elle donne le pouvoir de proposer, de dire, OK, comment on arrange les choses. De toute manière, on a une fiction juridique qui nous permet de le faire et qui permet de le faire reconnaître auprès de l'État et de l'Europe et d'avoir des sous. C'est comme ça aussi le sujet. Et il y a une vraie politique européenne des communautés énergétiques avec beaucoup d'argent. Voilà. Donc ça, vous le savez manifestement. Et c'est pour ça qu'il y a des consultants que nous ne sommes pas, qui vous aideront ou pas, et des juristes qui vous aideront à fabriquer les contrats ad hoc pour juste pas tomber un peu bêtement dans des pièges. Parce que le droit des contrats est quand même le nerf de France. Je me permets de rebondir parce que le tuteur de Thibault donc, il a initié ce café des transitions et donc à la direction de l'environnement, on est en train de plancher, de réfléchir effectivement à justement comment on peut faire atterrir une mission agenda de manière concrète des communautés d'énergie, alors qui permettrait, à partir notamment d'un plan solaire départemental qu'on est en train d'échafauder avec toutes les complexités juridiques, financières, etc. Mais comment derrière on peut faire atterrir ça sur les territoires et comment on peut faire de l'éducation à l'énergie et ensuite d'aller sur le champ social qui est le nôtre, quand même la première compétence du département, pour pouvoir demain faire bénéficier à des ménages qui sont suivis dans le cadre de dispositifs de lutte contre la précarité énergétique à des tarifs
entre guillemets sociaux, ou en tous les cas du kilowattheure qui serait produit à partir d'installations éoliennes citoyennes, ça pourra avoir de la gueule. Voilà. Donc, il nous permet, alors, du coup, il faudra poursuivre le travail, mais je crois que là, il y a plein de choses à inventer, justement, pour décentraliser la décision et décentraliser la production énergétique, parce que c'est bien ça dont il s'agit aussi. Il y a aussi beaucoup de dynamique territoriale en Gironde sur la question des droits, alors que là, plus sur les droits de la nature, mais il y a donc la vallée du Ciron, il y a également le Parlement de Lille qui est en cours. Enfin, voilà, il y a aussi beaucoup de dynamique justement juridique actuellement. Donc, il y a Je pense qu'il faudrait voir un peu si on peut varier sur les questions de droit, de commun. Ah, mais ça, on est là. Exactement. Elles sont les formes de souffle un tout petit peu dans des voiles qui sont prêtes à se lancer. Quoi. Ouais. Et effectivement, c'est, comment tu dis, Siran. La vallée du Ciron. C'est vraiment bien commun, mais effectivement, c'est Alexandre Zah, exactement, qui l'a vendu comme étant une espèce d'expérimentation assez originale, qui permet de faire quelque chose qui apparemment est quand même assez original. La façon dont il l'a vendu, c'est qu'il réconcilie quelque chose qui paraît absolument impossible actuellement dans le droit français et dans les cultures européennes et occidentales, qui est en gros personnalisé de texte. C'est très sympathique sur le principe, mais c'est quand même beaucoup de la poésie, avec le droit tel qu'il est. Et lui, il est passé avec ses étudiants par une espèce de pirouette assez maligne en disant il y a des entités naturelles, effectivement, qui ont des droits. Par contre, on va créer une association, tout sait faire, le 1900, qui est effectivement l'entité interface pour pouvoir dialoguer avec toutes les entités installées. Et ça, pour le coup, ça permet de créer une espèce d'hybridation intéressante entre le droit des associations et ces droits de la nature en devenir, sachant qu'on n'est pas en Équateur, on n'est pas en Nouvelle-Zélande, et donc on peut s'en inspirer comme on veut, mine de rien, face à dans un tribunal avec un juge, c'est encore très difficile de faire valoir ces droits de nature. Et c'est ce que les différents colloques ont révélé récemment. Voilà, donc il y a vraiment un territoire qui est très prometteur, et j'avais vraiment véridique. C'était Charles Fournier qui en est l'organisateur du colloque sur le droit de la nature à l'Assemblée. Je lui ai donné le bouquin, il m'a dit, vas-y, c'est vachement bien votre truc. Par contre, si vous restez dans une forme de pensée, de dire les droits de la nature d'un côté, et puis genre, les communs d'énergie de l'autre, enfin, excusez-moi, mais vous êtes au courant de la PPE, vous êtes au courant effectivement du mix énergétique qui se discute et se lance au niveau gouvernemental. Voilà, donc les bassins versants sont des unités territoriales qui vont accueillir des disputes. Et, voilà. Et si vous regardez par exemple les comités scientifiques de ces bassins versants, ils commencent à introduire les comités énergétiques. Ouais, c'est tout ça, c'est une manière de vous dire que le droit est en train de se faire, il est à l'heure, il n'y a pas de réponse simple. Par contre, s'il n'y a pas de culture énergétique populaire, il faut arrêter dans un débat de spécialistes. Et c'est vraiment ça l'essence de notre propos, de dire l'énergie, c'est pas l'affaire de tous, c'est surtout quelque chose qui peut devenir l'affaire de tous. Et pour ça, il y a un travail, pas que de aller vers, c'est pas qu'une question de méthode, c'est vraiment de multiplier les dispositions, les espaces, les endroits. On essaie de faire, mais il est évident que tout seul, on ne fera rien. C'est un travail collectif, donc très très heureux de voir la suite que ça va donner. Et vraiment, si vous pouvez inviter Anaïs Guéry pour la SPK à Bordeaux, qui a fait une thèse remarquable sur le droit comparé Allemagne-France, qui pose des questions fondamentales. Est-ce que l'énergie, ça relève du droit constitutionnel? Est-ce que ça relève du droit de la concurrence, de la marchandise et compagnie? Enfin, en fait, la réponse n'est pas du tout triviale. C'est du tout trivial, quoi. Un petit panel juriste. Voilà, oui, on a expliqué, etc. Voilà, le but, c'est pas de vous serrer la planche et de dire vraiment, vous avez la chance d'un territoire riche. Deux points rapides. Enfin, si tu voulais revenir dessus. Non, c'était juste aussi de dire qu'on avait reçu aussi Démocratie Ouverte et l'agence de design vraiment qui ont designé une méthodologie en fait pour justement donner vie à un peu ce côté droit de la nature et s'approprier, incarner du moins le vivant. Et donc on les avait reçus aussi pour un peu expérimenter cette méthodologie-là. Voilà, et c'est en cours. Et le temps est écoulé, mais on fait le temps. Ouais, c'était juste 3 petits points. Ouais. Pour le point processus rédactionnel, on a une captation audio qu'on a faite, que je pourrais vous partager, qu'on a faite à la sortie du livre, où effectivement l'objectif c'était de discuter du processus rédactionnel, on partager sans souci sur le fait décentralisation, etc. C'est un sujet sans fin. Mais avec plaisir d'en discuter à un autre moment. Et le troisième point que je voulais mentionner, c'est qu'on a ramené quelques bouquins qui sont à vendre. Si jamais vous voulez, on peut prendre les paiements. Non, je le dis comme ça. Et donc, il y a un exemplaire qui est ici aussi. Vous pouvez
actualité, etc., sans souci. Ou dans vos librairies de cœur et de choix. Faisons vivre l'économie du livre et les librairies automatiques. Vous avez aussi une saison d'été remarquable qui vous attend. Véridique. Non, mais il y a un ensemble de situations d'arpentage qui vont se poser. Et vous avez à Bordeaux, vous avez une chance incroyable, l'Université des mouvements sociaux fin août qui va avoir lieu. Donc, pendant 4 jours, vous avez des gens de toute la France qui vont aborder les questions qui font les disputes politiques du moment, santé, énergie, sur la création. Et au sujet de l'Université d'été des mouvements sociaux et de solidarité qui se déroule fin août à Bordeaux, on sera présent aussi Le lundi 25 août. Animer une journée, atelier autour du sujet nucléaire et communauté énergétique. Okay. Ça va suivre. Justement, à propos de l'arpentage, on avait proposé un arpentage en amont de cette session-là, mais qui avait fait un peu un flop, parce qu'on n'avait pas réussi à assez mobiliser. Mais si jamais vous êtes intéressé pour arpenter l'ouvrage, c'est encore possible, on peut très bien le programmer en aval. Donc, si certains sont motivés pour arpenter le petit modèle de la démocratie énergétique, on reprogramme une session comme vous voulez. Voilà. Et merci beaucoup à tous. On est là encore un petit heure. On est là. Ouais, bien sûr, bien sûr. Ouais. C'est que des exemplaires uniques. Ouais. C'est aussi